Bonsoir, Monsieur Moscovici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons débuter par une question sur votre métier, car l'univers des institutions européennes reste assez opaque pour un bon nombre d'entre nous, et ce qui peut expliquer d'ailleurs un manque de confiance peut-être, comme on le voit sur ce tableau. Et ainsi, qu'est-ce qu'un commissaire européen, Pierre Moscovici? Quel est votre métier? Bonne question qui va m'obliger à un petit effort de réflexion. Je vais d'abord parler des institutions européennes. Elles sont au nombre de 3. Vous avez la Commission européenne, qui est ce que j'appellerais un exécutif fonctionnel de l'Union européenne. C'est elle qui a le monopole des initiatives. Aucun texte européen ne peut émaner d'une autre institution que la Commission. Et par ailleurs, c'est aussi la Commission qui gère juridiquement, budgétairement, l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle est à l'origine de la décision et elle est à l'exécution de la décision. Vous avez le Parlement européen, qui est un co-législateur, qui joue un rôle de plus en plus important, budgétairement, et aussi sur l'ensemble des textes européens, les directives, les règlements, les lois européennes, pour parler clairement. Et puis vous avez le Conseil. Le Conseil, ce sont les ministres qui sont réunis par formation thématique. Je vous parlais du Conseil ECOFIN, c'est les ministres de l'économie et des finances, mais il y a un Conseil agriculture, il y a un Conseil culture, il y a un Conseil compétitivité, il y a un Conseil affaires étrangères qui traite des grands problèmes ou des grands défis de sécurité. Et le Conseil est aussi un exécutif. C'est là où on n'est pas dans Montesquieu, là. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, tout est un peu mélangé. Et notamment, le Conseil, c'est un paradoxe, est aussi une chambre législative. C'est là où les États votent sur les propositions de lois, de directives proposées par la Commission européenne. Et puis, pour rester dans la littérature française, j'ai parlé de 3 institutions. Comme les 3 mousquetaires, en vérité, il y en a 4. C'est-à-dire qu'il y en a une autre qui est pas aussi codifiée que les précédentes, mais qui est la plus importante. C'est ce qu'on appelle le Conseil européen. C'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent périodiquement. Et c'est là où, en vérité, sont arbitrées toutes les grandes questions. Je pourrais ajouter encore d'autres institutions non négligeables comme la Banque centrale européenne, mais je m'arrête là pour les institutions politiques. Bref, être commissaire, qu'est-ce que c'est? Nous sommes 28, un par État membre, c'est ce qu'on appelle le collège, sous la présidence de Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois. Tous les commissaires, ou presque, sont des hommes ou des femmes politiques. Il y a 5 ou 6 premiers ministres, anciens premiers ministres. Je crois que nous sommes 22 ou 23 vont occuper des fonctions gouvernementales. Certains des fonctions gouvernementales de poids dans un gouvernement. Nous nous réunissons tous les mercredis matins, donc c'était le cas ce matin, dans une réunion qui peut être longue. Et chacun de nous a un portefeuille, comme on dit, c'est-à-dire traite un sujet. Moi, je suis le commissaire chargé de l'économie, des finances, de la fiscalité, de l'union douanière. Il y a un commissaire chargé de l'énergie. Il y en a un qui est chargé de la recherche. Il y a des vice-présidents qui ont des portefeuilles plus globaux. Il y a un commissaire chargé de la justice, un autre chargé du marché intérieur, une autre en l'occurrence. Et donc, c'est une sorte de gouvernement, en vérité, mais un gouvernement qui aurait l'initiative en apanage, qui aurait l'exécution en fonction, mais qui doit combiner avec les 2 autres institutions que j'évoquais. En pratique, je suis aussi le patron, entre guillemets, de 2 directions générales. La direction générale qu'on appelle ECFIN, disons c'est l'équivalent du Trésor en France, et une autre direction qu'on appelle TAXUD, qui fixe les règles de la législation fiscale européenne, qui serait l'équivalent du service de législation fiscale dans un gouvernement. C'est un métier qui est assez différent d'un métier de ministre, parce que nous sommes un peu plus loin, c'est vrai, des citoyens, il faut s'en rapprocher, aller sur le terrain, je le fais ici, j'irai à Toulouse lundi, par exemple, il faut porter la bonne parole dans son pays. Nous avons moins d'urgence, parce que, disons que quand vous êtes ministre, vous êtes envahi par 1000 sujets qu'il faut arbitrer à très court terme. Je pense que nous avons plus de pouvoir, pour certains d'entre nous, je vais le dire immodestement, mais quand on parle de la surveillance budgétaire, c'est plutôt les ministres des Finances qui viennent me voir que l'inverse. Et la Commission européenne peut, si elle le veut, rejeter ou faire modifier de manière substantielle le budget d'un État membre, sans que ce soit un pouvoir discrétionnaire, bien sûr. Donc on a, à la limite, sur nos compétences, plus de pouvoir
qu'un gouvernement national. Et puis on est beaucoup plus axé sur le long terme, parce que le temps de la décision européenne, on peut le regretter ou l'apprécier, est un temps long. Un texte européen, ça met en moyenne 1 an pour être adopté, compte tenu du fait qu'il y a 3 institutions, je viens de vous les décrire, et qu'il y a au sein de chacune de ces institutions 28 États membres, chacun porteur de sensibilité nationale, et que dans la plupart des cas, on décide à l'unanimité ou au consensus. J'espère vous avoir un peu comprendre ce que c'était ce métier, mais j'avoue que ce n'est pas forcément ça. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, vous l'avez dit, les propositions de l'Europe ne sont pas toujours appliquées dans les États. Donc, est-ce que vous vous sentez vraiment plus utile en tant que commissaire européen que vous l'étiez en tant que ministre ? C'est très différent, parce que d'abord, on ne porte pas les sujets à la même échelle. Je suis français, je suis passionné par mon pays, et je me considère toujours comme un homme politique français. Mais en même temps, dans mes fonctions, je n'agis pas en français. D'ailleurs, on parle peu en français, ou rarement en français, à la Commission européenne. Je m'efforce de le faire quand même quand il y a un traducteur, parce que je pense que je dois être aussi là pour porter la francophonie, la France étant un pays fondateur et le français étant une des langues de travail de l'Europe. Mais donc j'essaie de porter moi-même l'intérêt général européen. Donc c'est assez différent, en fait. Je vous dis, peut-être plus d'influence, plus de pouvoir dans son champ, plus de visée de long terme ou de vision de long terme, mais sans doute moins d'effectivité sur des problèmes très concrets pour demain, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez des mesures concrètes dont vous êtes fier depuis votre nomination ? Je crois qu'il faudra aller plus loin dans le temps et peut-être plus loin dans les montants, mais c'est déjà une contribution majeure. Et attendons déjà que les projets voient le jour. Parce que vous savez, un projet industriel, un projet d'investissement, c'est pas quelque chose qui se fait non plus en 3 minutes. D'autant que ce plan n'est pas destiné à tout financer, mais des projets qui sont dans le numérique, qui sont dans la transition énergétique, qui sont dans l'économie de la connaissance. Tout sujet d'ailleurs sur lequel la France est pas mal placée. Je pense que la France bénéficiera beaucoup du plan Juncker. Ça, c'est une chose dont je peux être fier. La deuxième chose dont je suis satisfait, je ne dirais pas fier, c'est que cette commission a une interprétation peut-être plus intelligente de la surveillance budgétaire que par le passé. Vous savez que nous avons des règles, ce qu'on appelle les critères. Un budget doit être inférieur à 3%. La France doit être en dessous de 3% en 2017. C'est impératif. Elle le sera sûrement. Vous croyez vraiment qu'elle le sera ? Je pense qu'elle peut l'être. Je crois que c'est jouable. Ce n'est pas une réponse de Normand, je ne suis pas Normand, vous l'avez remarqué, ni une réponse très prudente. C'est-à-dire que là-dessus, on a une estimation très précise. Pour ce qui est de cette année, la France devrait tenir son objectif, c'est-à-dire en 2016, être à 3,4%, compte tenu des taux de croissance que nous anticipons et de budget voté. Après, il faudra passer en un an de 3,4 à 2,8. À politique inchangée, comme on dit, même avec la croissance que nous anticipons pour 2017, c'est 1,7%, on n'y est pas, on serait à 3,2%. Mais une politique se change, et un budget se fait avec des efforts. Et c'est pas très compliqué de passer de 3,2 à 2,8. Ce qui veut dire simplement que, bien que 2017 soit une année électorale, il faudra que le budget 2017 soit un budget non pas électoraliste, non pas avec de nouvelles dépenses, mais un budget, je dirais, raisonnablement courageux. Donc je reviens à mon propos. Nous interprétons ces règles de manière plus flexible que par le passé. Nous encourageons les pays qui font des réformes structurelles. Nous encourageons les pays qui investissent. Nous tenons compte des circonstances. Je vais prendre un exemple presque évident. La France a été touchée le 13 novembre par des attentats. Et 3 jours après, le président de la République, je ne parle pas de déchéance de nationalité, vous l'aurez remarqué, est allé annoncer devant le Congrès, outre la modification de la Constitution, qui est un sujet complexe, on le voit tous les jours, est allé annoncer des dépenses supplémentaires pour améliorer notre sécurité. La Commission a immédiatement réagi en disant, comme on est en plein vote du budget, on ne va pas imputer ça sur le calcul normal des déficits. Ce sont des dépenses, dès lors qu'elles sont assez modérées, ça doit être de l'ordre de 800 millions d'euros, que nous allons compter à part. De la même façon, nous compterons à part les dépenses qui seront faites pour les réfugiés. À part et sur la base des chiffres que nous aurons plus tard. Donc on essaie d'avoir un dialogue, je dirais, plus intelligent, plus subtil avec les pays membres. Un critère, c'est fait pour... C'était ça ce que j'avais dit en 1997. Je n'ai jamais été contre l'euro, j'ai toujours été très pour. Mais j'avais dit, un critère s'apprécie en tendance. Non, un critère ne s'apprécie pas en tendance, en tout cas pas maintenant, mais il s'apprécie avec des flexibilités qui sont inscrites dans les textes eux-mêmes.
Et vous ne pensez pas que c'est problématique, le fait que les pays qui ont posé ces règles structurelles ne les respectent pas? Vous parlez de quel pays? La France, par exemple. La France est un pays qui n'a jamais dérogé aux règles. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je comprends le sourire que ça peut provoquer, parce que j'ai évoqué la règle des 3%, c'est ce qu'on appelle le déficit nominal. Mais à côté du déficit nominal, il y a ce qu'on appelle le déficit structurel. C'est le déficit qui découlerait d'une politique qui serait mesurée indépendamment de la croissance. Or, la France a connu une croissance faible ces dernières années. Ce qui fait que le déficit structurel français a toujours été suffisant pour que la Commission européenne considère que les critères aient été respectés. Ça a été le cas, je le sais, j'ai été consommateur et producteur là. J'ai obtenu un délai de 2 ans quand j'étais ministre des Finances, et j'ai donné un délai de 2 ans en étant commissaire. Pas parce que j'ai une sympathie particulière pour la France, je l'ai, mais pas par indulgence, ce serait impardonnable. Simplement parce que nos calculs, ceux de la Commission, montraient à chaque fois que c'était jouable. Cela dit, on ne peut pas non plus se satisfaire d'une performance budgétaire qui n'est pas la plus brillante, puisqu'il reste aujourd'hui 3 pays au-dessus de 3%, la France, l'Espagne, le Portugal, même si d'autres peuvent repasser au-dessus en 2016. Ce qui me fait dire, en effet, que pour 2017, c'est le dernier délai, que les choses doivent être tenues. Et encore une fois, je pense raisonnable de penser qu'elles puissent l'être. Et si elles ne le sont pas? Si elles ne le sont pas, je pense que la Commission européenne sera appelée à s'exprimer de manière assez forte. Mais vous savez, j'ai aussi... Qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce qu'elle prendra des sanctions contre la France? Pourquoi est-ce que je reste aussi prudent? Parce que j'ai appris une chose à Bruxelles, c'est ne jamais être le what if guy. Je n'ai pas fait, quand on parlait de la Grèce, des plans sur le Grexit. Je ne fais pas, quand on parle de la Grande-Bretagne, de plans sur le Brexit. Et je ne suis pas en train de savoir ce qui se passerait si la France ne respectait pas ses engagements, même si ce sont 3 sujets qui ne sont pas sur le même plan, pour une raison simple, c'est que je pense que le Grexit ne peut pas advenir, que le Brexit ne doit pas advenir, et que la France tiendra ses engagements. Pour venir à... C'est pas très compliqué, encore une fois. Hein. On n'est pas sur des marges énormes. Donc, si un gouvernement veut faire ça, il peut. Et il s'y est engagé. Donc, il le fera. Mais pour revenir au plan Juncker, est-ce que l'Europe a vraiment les moyens de ses ambitions? Quand on voit par exemple le budget européen qui est assez faible, à moins d'1% du PIB européen, est-ce que l'Europe peut vraiment agir au-delà de faire des propositions et d'avoir de belles idées? L'action européenne n'est pas essentiellement budgétaire. Vous me donnez tout à l'heure peut-être caractériser le système. Je dirais que c'est un système qui est piloté par des règles. C'est un système rules-based, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que l'action qui est la mienne, c'est une action par la surveillance budgétaire sur les États membres. C'est une action par la coordination. Demain, je vous l'ai dit, je suis à l'Eurogroupe, je serai au Conseil ECOFIN. Dans quelques semaines, je serai au G20, en Chine, au G7, au Japon. L'Union européenne est aussi une instance de coordination et d'harmonisation, notamment en matière fiscale. En matière fiscale, nous sommes en train de changer profondément les règles du jeu. Et vous me demandiez une fierté, je vais donner une troisième, c'est que cette Commission européenne est celle qui s'engage le plus dans le combat contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, l'optimisation fiscale, la planification fiscale agressive. J'ai présenté il y a 2 semaines un projet de directive qui transposera dans le droit européen ce qu'on appelle BEPS, l'initiative de l'OCDE et du G20, qui lutte contre l'érosion des bases fiscales et qui fait qu'on verra se mettre en place ce qu'on appelle un principe de taxation effective. C'est quelque chose de très simple. C'est que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, une entreprise multinationale paiera des impôts là où elle crée des profits. Et nous allons décliner ça concrètement, thème par thème. C'est fini le temps des paradis fiscaux. C'est fini le temps de l'optimisation fiscale. Et j'ajoute, c'est aussi fini le temps du secret bancaire, puisque nous sommes dans des systèmes d'échange automatique d'informations. Donc, nous agissons beaucoup par la norme, nous agissons par le budget, nous agissons sur le budget, mais nous ne sommes pas un État fédéral. Globalement, les économistes considèrent que pour qu'on puisse dire qu'on est dans un système de fédéralisme budgétaire, il faut que le budget soit supérieur à 3% du PIB. Vous avez bien fait de rappeler que le nôtre est à 1% du PIB, donc il est modeste. Et d'ailleurs, il est concentré sur 40% pour l'agriculture, 40% pour ce qu'on appelle les fonds structurels,
les politiques régionales dans les pays de l'Union européenne. Il faudra sans doute d'ailleurs à l'avenir modifier cette structure pour faire davantage de place aux politiques du futur. Ce qui veut dire que quand on veut financer ces politiques, il faut recourir aux fonds que j'évoquais, et notamment à l'emprunt. J'ai parlé du mécanisme européen de stabilité pour stabiliser la zone euro. Je parle du Fonds européen d'investissement stratégique et peut-être demain d'autres fonds pour financer, par exemple, la politique d'accueil et d'insertion, d'intégration des réfugiés. Est-ce que c'est pas un peu tard? Est-ce qu'il n'y a pas un problème structurel dans le fonctionnement de l'Europe? Vous le dites vous-même, ce n'est jamais simple avec l'Europe. Et donc, est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent l'Europe, la disant trop technocratique, ou mettant en avant son manque de démocratie? Est-ce qui pourrait expliquer le manque d'intérêt de la population vis-à-vis de l'Europe? Alors, première chose, hélas, peut-être, mais c'est ainsi, ce ne sera jamais simple. Ce ne sera jamais simple parce que nous sommes des États attachés à leur souveraineté. Et ça me paraît légitime. Ça me paraît normal. Les Français ne veulent pas renoncer à tout. Les Français ne sont pas les Allemands. Les Allemands ne sont pas les Britanniques. Les Britanniques ne sont pas les Slovènes, etc. Et donc, on doit respecter ça. Ce qui veut dire que le système de décision à 28, dans un État qui n'est pas fédéral, sera toujours compliqué. Mais il y a deux choses qui me paraissent un peu rassurante et qu'il faut amplifier. Première chose, non, ce n'est pas un système technocratique, c'est un système politique. Vous me demandez quel est mon métier, c'est le métier d'un homme politique. Je ne suis pas directeur général à la Commission européenne. Je pilote des directions générales. Mais la Commission prend des décisions politiques. C'est un exécutif politique, composé d'hommes et de femmes politiques. Il faudra dire qu'il y a un peu plus de femmes encore à l'avenir, même s'il y a eu des progrès récents qui ont été faits dans la composition de la Commission. Mais ce mot revient souvent technocratique, justement. Non, parce que les hommes politiques sont là aussi, et les femmes politiques, pour piloter l'administration. L'administration qui elle-même n'impose pas ses vues. La technocratie, c'est quand le politique ne compte pas. La technocratie, c'est quand toutes les décisions sont prises par la bureaucratie. Non, il faut des administrations dévouées, efficaces, et celles de Bruxelles le sont, mais il faut un pilotage politique. Quand nous proposons le plan Juncker, c'est une initiative politique. Quand nous proposons des flexibilités dans l'interprétation des budgets, c'est une décision politique. Quand nous proposons un grand plan sur l'insertion des réfugiés, c'est politique. Quand je soumets les directives anti-planification fiscale agressive, c'est politique. Nous sommes des politiques. Alors, ce n'est pas la même politique d'ailleurs qu'au plan national, parce que nous sommes dans un gouvernement de coalition, en quelque sorte, par construction. À la Commission, il y a des conservateurs, des socialistes et des libéraux. Justement, est-ce qu'on peut rester un homme de gauche en étant sous Juncker ? Je vous dirais pas que, enfin, si je disais que Juncker est un homme de gauche, comment dire ? Je pense que Juncker est plus à gauche que beaucoup d'hommes de gauche. Mais en disant ça, je ne voudrais pas le compromettre. C'est un exemple très intéressant d'avoir un homme qui a tout fait, tout vu, qui connaît tout le monde, et qui est, je dirais, un vrai chrétien démocrate social, qui a le sens de la justice. C'est facile pour un social-démocrate de travailler avec Juncker. C'est facile aussi pour un conservateur. C'est pour ça qu'il est un excellent pont, d'abord entre la France et l'Allemagne. Le luxembourgeois, il parle les deux langues, il connaît bien les deux pays, il connaît bien les deux sociétés, et c'est aussi un pont entre les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates. Il fait ça extrêmement bien. Et avec l'expérience qui est la sienne, il réussit à nous faire prendre des décisions qui sont des décisions collégiales, consensuelles. Nous n'avons jamais voté dans cette commission en 15 mois, et pourtant nous avons été confrontés à des sujets extrêmement délicats. Et il faut le doigté, la diplomatie, le savoir-faire d'un président comme lui. Moi, je suis très heureux de travailler avec lui. Est-ce que ça pose pas un problème de démocratie, justement, le fait de ne pas voter, d'avoir quelqu'un qui prend des décisions Mais les décisions sont prises par nous, elles sont prises collégialement. Ne pas voter, ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas. La semaine dernière, par exemple, on a examiné le budget du Portugal. On a dû se réunir 2 fois pour parvenir à un consensus sur le point de savoir si le budget portugais, finalement, devait être rejeté ou non. Et on a décidé qu'il ne le serait pas parce qu'il avait été amélioré entre-temps sous la pression amicale de la Commission européenne. Donc non, c'est plus subtil que dans un gouvernement. C'est plus subtil parce qu'on est obligé de se mettre d'accord avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, à la base. C'est ce qu'on appelle un gouvernement de coalition. Après, savoir qui gagne, qui perd, les conservateurs, les socialistes. Les conservateurs sont plus nombreux. Je pense que les socialistes savent se faire entendre. Mais bon, ça c'est un sujet un peu plus anecdotique. Enfin, la troisième chose que je voulais dire, c'est qu'il faudra quand même progresser dans la démocratie.
J'ai été parlementaire européen, je crois beaucoup au rôle du Parlement européen. J'ai même été 2 fois parlementaire européen. La première fois, c'était entre 1994 et 1997. À l'époque, il y avait 15 États membres, 12 puis 15. Et le Parlement européen était un sympathique forum entouré de lobbies. J'y suis revenu en 2004. Jusqu'en 2007, j'étais vice-président du Parlement européen. C'était déjà devenu un co-législateur. Et ses pouvoirs ne cessent de s'accroître. Il faut donner davantage de poids au Parlement européen. Il faut écouter davantage le Parlement européen. Et ce serait mieux si les citoyens votaient plus aux élections européennes. Mais il faut aussi renforcer le débat européen dans nos États membres, notamment dans nos parlements nationaux. Donc voilà mes 3 réponses, si vous laissez. Oui, ce sera toujours compliqué, mais non, ça n'est pas technocratique, c'est politique, et il faut renforcer l'aspect de la gouvernance démocratique pour l'avenir. Justement, du point de vue non plus structurel mais conjoncturel, vous avez parlé de nombreuses crises et l'Europe est notamment face à une crise sociopolitique avec la montée des pouvoirs autoritaires qui font partie de l'actualité aujourd'hui dans des pays comme la Hongrie, comme la Pologne. Et comment est-ce que l'Europe doit réagir face à la montée de ces extrémismes ces partis qui vont la plupart du temps contre l'Europe et veulent plutôt vers un repli sur soi des pays européens? Est-ce que vous avez une part de responsabilité en tant que politique européen en général dans ce repli sur soi? C'est un sujet qui est très compliqué, qui me tient évidemment à cœur, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis issu de cette Europe de l'Est. Mon père est né en Roumanie, et ma mère est née en France, mais d'une famille polonaise. Et quand j'étais ministre des Affaires européennes, pendant 5 ans, en fait, j'ai beaucoup travaillé à l'élargissement aux pays de l'Est, parce que je croyais que c'était indispensable. Nous ne pouvions pas dire à l'époque aux Hongrois, aux Tchèques, aux Slovènes, aux Slovaques, voilà, vous avez été sous le joug soviétique, vous êtes libre maintenant, mais attendez un peu, préparez la maison, nous vous accueillerons plus tard. Ça a mis 15 ans, tout ça. Et je pense que nous avons bien fait. Je pense que l'Europe unie est une force, que l'Europe à 28 est une force. En même temps, il y a plusieurs lacunes que nous devons noter. Est-ce que c'est une responsabilité? Je ne sais pas. Mais, les motifs d'adhésion à l'Union européenne ne sont pas les mêmes à l'Est et à l'Ouest, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans un cas, dépasser la souveraineté, en tout cas partiellement. Dans l'autre cas, retrouver la souveraineté. Deuxièmement, il y a sans doute une erreur qui a été faite, c'est qu'à l'époque, nous n'avons pas mené le débat élargissement-approfondissement. L'élargissement, c'est être plus nombreux. L'approfondissement, c'est davantage d'accord, jusqu'à son terme. Nous avons élargi sans approfondir suffisamment. Et nous ne nous sommes pas posé un certain nombre de questions qui étaient: est-ce que nous avons exactement les mêmes valeurs? Je sais bien que la France est un pays où la majorité de la population est chrétienne, mais ce n'est pas un pays chrétien. C'est différent. L'Europe n'est pas chrétienne. L'Europe est certes un territoire sur lequel la religion ou les religions chrétiennes sont majoritaires, mais c'est aussi une place pour d'autres cultures, bien sûr. Nous sommes des sociétés ouvertes. C'est vrai à l'Ouest, et encore, on voit qu'il y a quand même des tentatives de fermeture. Ça n'est pas vrai à l'Est. En tout cas, dans certains pays de l'Est. Hongrie, Pologne, Slovaquie, par exemple. Donc là, il y a une complication. Voilà pour l'analyse. Après, comment réagir? Quand j'étais plus jeune, j'étais tenté de répondre à ça de manière extrêmement brutale. En 2000, un parti d'extrême droite, piloté par un homme qui s'appelait Jörg Haider, a été appelé au gouvernement de l'Autriche, avec les conservateurs. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas imposer les sanctions tout de suite. Il faut rester dans un processus de dialogue avec ces gouvernements, en leur disant, bon, vous avez des règles de droit, vous les violez, faites attention. Et les convaincre de revenir à l'état de droit. C'est ce qu'il faut faire avec les Polonais. C'est ce qu'il faut faire avec les Hongrois. Si nous n'y parvenons pas, encore une fois, je ne veux pas être le what if guy, nous avons des mécanismes qui peuvent être utilisés, mais ils doivent l'être uniquement après que le dialogue ait été épuisé, et j'espère qu'il ne le sera pas. Et en France, où la menace ne s'incarne pas par rapport à un gouvernement, mais par rapport à une menace électorale avec la montée du Front National, comment répondre à ces Français qui se sentent abandonnés par la politique européenne? Je suis un homme politique français et j'ai été élu pendant 20 ans. J'ai été élu pendant 20 ans, député ou député européen d'une circonscription
où le Front National, aux dernières élections européennes, a fait 42%. D'une circonscription où, quand je suis parti à la Commission européenne, il y a eu une élection partielle où le Front National a fait 49% au deuxième tour. Et je sais qui sont ces gens qui, d'ailleurs, très souvent votaient pour moi. C'était pour beaucoup, puisque c'était élu de Montbéliard, de Sochaux, c'est peut-être plus parlant, même si c'est plus petit, le siège de naissance de PSA. C'est les ouvriers de l'automobile qui avaient toujours voté à gauche, qui avaient été communistes dans le temps, puis qui étaient devenus socialistes, puis qui, pour beaucoup d'entre eux, ont glissé vers le Front National parce qu'ils avaient le sentiment que l'Europe ne les protégeait pas, parce qu'ils se sentaient près d'une frontière, qu'ils craignaient une forme d'invasion. Et au fond, je vais vous dire les choses en un mot. La seule façon de répondre dans la durée au Front National, c'est les résultats, notamment les résultats économiques et sociaux. Rendre confiance, pas le résultat. Ça prendra du temps. Et puis, une deuxième digue, c'est les valeurs. C'est continuer à être attaché à ce qui fait cette société européenne, qui est une société ouverte. Mais le Front National, je vais comme donner vous deux convictions, vous êtes des citoyens, il y a des gens de tout vote dans cette salle, et c'est normal. Le Front National, ne gagnera pas les élections présidentielles en 2017, pas plus qu'il n'a gagné les élections régionales cette année, ce qui ne veut pas dire qu'on peut s'en contenter, mais ce n'est pas encore un parti de gouvernement, et les Français ne le voient pas comme tel. Et deux, le Front National lui-même a des contradictions. Vous avez vu que ce week-end, ils ont passé 2 jours à s'interroger sur le point de savoir si il fallait ou pas sortir de l'euro, ce qui prouve qu'il y a là une tension. Aucun parti ne pourra diriger la France qui soit un parti anti-euro. Parce que même si les Français sont de plus en plus réticents par la construction européenne ou ont des questions sur tel ou tel sujet, ils savent que l'euro fait la force, ils savent que l'Union fait la force. Et j'ai été suffisamment candidat à des élections, ou proche de candidat, puisque j'étais, c'est vrai, le directeur de la campagne présidentielle de François Hollande, pour savoir qu'en fait, les Français sont très contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, ils ne sont pas satisfaits de l'Europe. Et je les comprends. Je ne suis pas en train de dire, je le répète, tout va bien, Madame la Marquise. Mais de l'autre côté, ils sont européens. Même beaucoup d'électeurs du Front National. Parce qu'ils sont conscients qu'on ne va pas résoudre la crise des réfugiés en fermant nos frontières. C'est de la foutaise. Qu'on ne va pas résoudre nos problèmes économiques en renonçant à l'euro. C'est de la foutaise. Qu'on ne va pas être capable de lutter contre le terrorisme si on n'a pas des mécanismes communs. Ce serait de la foutaise que de penser autrement. Donc, au fond, ce que les citoyens nous disent, c'est ils se tournent vers nous, les Européens. Ils nous disent, non pas cessez d'être Européens, mais soyez de meilleurs Européens. Soyez plus efficaces. Soyez plus organisés. Et moi, mon souci aujourd'hui, c'est pas de bâtir plus d'Europe. Ça, je crois que c'est pas le moment. On est sans doute dans une phase de digestion. C'est d'être plus aigu, plus efficace, plus organisé, plus combatif par rapport aux défis que nous rencontrons ou face aux crises qui sont devant nous. Mais est-ce que même le gouvernement français ne cède pas lui aussi à cette tendance d'autoritarisme? C'est le seul pays touché par le terrorisme qui a mis en place l'état d'urgence et proposé une modification de la Constitution. Est-ce que cet autoritarisme n'est pas inéluctable? Je ne veux pas trop m'engager sur ce terrain-là, parce que nous sommes devant des débats qui sont des débats d'actualité. Tout à l'heure, l'Assemblée nationale a été amenée à voter sur le projet de réforme constitutionnelle. Je dirais qu'en tout état de cause, état d'urgence ou pas, nous sommes des pays d'état de droit qui devons respecter les valeurs démocratiques. Et que l'état d'urgence ou la déchéance de nationalité, on verra ce qui sortira de tout ça, de toute façon, ça doit respecter un certain nombre de normes qui sont des normes internationales et des normes européennes. L'état d'urgence, il existe déjà. Il a déjà été utilisé. Il suppose qu'il y ait une menace, qu'il soit une menace imminente. Nous sommes face à des menaces permanentes. L'état d'urgence n'implique pas que le droit soit suspendu. Les institutions existent toujours. La justice doit contrôler un certain nombre de mesures. Donc il faut proportionner. Non. Le fait de faire face à la menace terrorisme peut imposer plus de sécurité, peut imposer une révision constitutionnelle, ce n'est pas à moi de l'apprécier sur tel ou tel de ces aspects, mais en toute hypothèse, ce n'est pas de l'autoritarisme. Je peux vous assurer que vivre en France, c'est pas vivre comme en Pologne, où on est en train de remettre en cause
la Cour constitutionnelle de remettre en cause ceux qui dirigent les médias publics et petit à petit de tuer le pluralisme. Même avec l'état d'urgence, même avec la déchéance de nationalité, la France, ce ne sera pas ça. Ça ne peut pas être ça tant que ces gouvernants continuent de partager ces valeurs. Nous allons maintenant parler de la Russie, du cas russe. Comment avez-vous jugé l'efficacité et l'utilité des sanctions prises envers la Russie ? Elles n'ont pas été inefficaces si on en juge par leur effet économique. Sur le plan politique, elles ont aussi fait sans doute bouger la Russie. En même temps, ces sanctions étaient destinées à cela. Et on constate aujourd'hui que la Russie fait un retour en force sur la scène internationale, qu'elle a fait des mouvements qui ont permis justement qu'on aille vers la fin de ces sanctions. Je pense notamment à la discussion sur l'Ukraine, qui était indispensable, et qui demeure indispensable parce que c'est un sujet de vigilance pour l'avenir, et que la Russie est un partenaire avec lequel on doit traiter, parce qu'il a une puissance, notamment militaire, extrêmement conséquente, mais qui peut parfois poser un certain nombre de difficultés. Je ne suis pas aujourd'hui le chef de la diplomatie européenne, ni le chef de la diplomatie française. Je ne le serai pas demain d'ailleurs. Je resterai à Bruxelles. Mais je vois quand même que ce qui se passe en Syrie n'est pas sans poser de questions. Autrement dit, oui, il faut s'attaquer aux terroristes, mais est-ce qu'affaiblir en même temps l'opposition à Bachar al-Assad est la réponse ? Poser la question, c'est déjà donner un élément. Et est-ce que vous considérez... Ce qui veut dire qu'en réalité, les relations avec M. Poutine sont à la fois incontournables, indispensables, mais très compliquées, et qu'il faut être capable à chaque fois de faire preuve d'un savant mélange de diplomatie, de compromis, mais aussi d'affirmation de ses valeurs. Et si vous deviez choisir, est-ce que vous considérez plutôt la Russie comme un adversaire à surveiller, qui avance ses pions en Europe de l'Est ou aux portes de l'Europe, ou comme un partenaire avec lequel il faut soigner ses relations pour avoir un réel poids international ? Un partenaire avec lequel il faut soigner ses relations tout en le surveillant. Donc on va continuer un petit peu cette interview sous une forme de jeu, où là aussi vous allez devoir choisir entre deux options. J'invite Loïc à nous rejoindre. En général, je suis plutôt pour les troisièmes voies, mais... Comment tu fais ? Alors, on va voir. Oignon ou oignon ? Je suis de la vieille école. État d'urgence ou état de droit ? Les deux, mon capitaine. Paris ou Bruxelles ? C'est assez près l'un de l'autre. Je fais souvent le voyage en Thalys. Je l'ai fait pour venir ici. Le PS ou la gauche ? Le PS, c'est la gauche, non ? C'est toute la gauche ? Non, c'est pas toute la gauche, mais c'est tout de même la force du gouvernement principal. Vous y croyez à une primaire à gauche ou... Pas vraiment. Pour quelle raison ? Je la crois très, très, très difficile à faire, en vérité. Mais on peut être démenti. Donc je ne mettrai pas tout mon argent là-dessus, mais je pense très compliqué dès lors que le président de la République voudrait se représenter, ce qui me semble pouvoir être le cas, qu'il soit en train à la fois de traiter avec Poutine, avec Merkel, de porter les grands dossiers français, d'être mobilisé par la lutte contre le terrorisme, le jour, et puis ensuite d'aller discuter avec ceux que vous connaissez, dont je ne veux pas donner les noms. Mais c'est aussi une question de démocratie ? Il y a d'autres formes de démocratie que la primaire. Les partis politiques sont aussi là pour ça. Mais encore une fois, si une primaire est possible avec ce qu'on appelle un level playing field, et avec une règle du jeu très claire, parce que ça c'est très important. Si vous faites une primaire, c'est-à-dire que vous acceptez que celui qui gagne la primaire soit le candidat de tous. On ne peut pas à la fois faire une primaire et dire, bon, je gagne, tu me soutiens, je perds, je te fous sur la gueule. C'est pas possible. Donc il faut quand même qu'il y ait une règle du jeu assez claire. Jean-Claude Juncker ou Jean-Claude Van Damme ? Sans être exagérément flagorneur, vous devinez mon choix. Personnel, ski ou surf ? Maintenant, avec le grand âge, c'est plutôt le ski. Vous, le grand séducteur, Tinder ou Uber ? Je ne connais qu'Uber.
Merci beaucoup. Même si je devine ce que doit être Tinder quand même. Enfin, le mode de société auquel ça correspond. Non, mais quand je suis allé à Davos, par exemple, j'ai rencontré le patron d'Uber, pas le patron de Tinder. Merci beaucoup Pierre Moscovici. Merci à vous. Donc maintenant, le public va pouvoir poser quelques questions, s'il en a. Bonsoir Monsieur Moscovici, je suis un petit peu au-dessus de la moyenne d'âge ce soir. Je suis journaliste pour la GFI Hebdo. Je m'intéresse aux questions de fiscalité. Il y a eu un scoop dans le Guardian cette semaine qui parlait d'un reporting pays par pays qui deviendrait public avec des annonces qui seraient faites au mois d'avril. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer cette information ? Alors, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est que le reporting pays par pays ? C'est une exigence que nous avons commencé à formuler, que les compagnies multinationales échangent un certain nombre de données clés sur leur situation fiscale et comptable. Dans le projet de directive que j'ai proposé il y a 2 semaines, nous transposons ce que l'OCDE vient d'adopter en la matière, c'est-à-dire que nous disons que le reporting pays par pays doit être assorti d'échanges entre administrations fiscales. Mais l'OCDE n'est pas favorable à ce stade à ce qu'on appelle la publicité, c'est-à-dire à ce que ces données comptables et fiscales soient publiques. C'est-à-dire qu'on sache à peu près tout en réalité sur l'action des dites entreprises. Il n'y a pas de mystère, je suis favorable à un reporting pays par pays public. Je pense que c'est une exigence citoyenne qui est aujourd'hui irrésistible. Je ne sais pas quand ça se produira, mais je sais que ça se produira. Et la question qui est posée à la Commission européenne, c'est de savoir si on va aller jusque-là. C'est-à-dire que si, au-delà de ce qui est déjà dans notre directive, on va dire, en avril par exemple, le reporting pays par pays est public. En vérité, cette information me paraît tout à fait prématurée. D'abord parce qu'il y a un débat au sein du collège. Certains commissaires sont ouvertement favorables. Ceux qui ont fait leur coming out en la matière l'assument. Par exemple, ma collègue Margrethe Vestager et moi-même, nous avons dit que nous sommes favorables au reporting pays par pays public. D'autres collègues n'ont pas encore fait leur coming out public, donc on ne va pas le faire à leur place. Et puis il y a des collègues qui sont plus réticents. Je pense qu'en vérité, il faut avoir là-dessus une approche très pragmatique. La vraie question, c'est est-ce que transparence et compétitivité s'opposent ? Est-ce que le fait de rendre publiques ces données comptables et fiscales est de nature à pénaliser nos groupes européens dès lors que les Américains, eux, ne sont pas dans la publicité ? Donc nous avons lancé ce qu'on appelle une étude d'impact qui doit analyser ce point. Et à l'arrivée, je pense que la Commission répondra de manière très pragmatique. S'il apparaissait qu'aller vers la publicité, c'est affaiblir nos boîtes, nous dirions on le fera plus tard. Pas maintenant, c'est pas prêt. S'il apparaissait au contraire que la transparence accrue n'était pas défavorable à nos groupes, alors allons-y tout de suite. Je constate que, par exemple, dans le système bancaire, le reporting public existe déjà, et que ça n'a pas tué le système bancaire. Mais je ne veux pas préjuger de la réponse. Donc, information tout à fait prématurée, et le débat se pose exactement dans les termes que je viens de présenter. Mais en avril, on aura l'étude d'impact. Et à partir de l'étude d'impact, on pourra décider. Bonsoir, monsieur Moscovici. Tout à l'heure, vous nous avez dit nous ne sommes plus confrontés à un risque systémique. Vous parliez des banques. Il y a quelques jours, il y a un économiste qui s'appelle Patrick Artus qui a publié un ouvrage qui s'appelle « La folie des banques centrales » où justement il dit exactement l'inverse, à savoir que, pour faire simple, les injections de liquidités, notamment de la BCE, sont un risque majeur et que le risque couve et que c'est finalement quand tout va bien que le pire se prépare. Et je voulais savoir ce que vous pensez de la politique de la BCE. Je ne pense pas du tout la même chose que Patrick Artus. Patrick Artus, c'est un esprit inventif, brillant, qui dit souvent des choses justes, mais qui aime bien aussi la provocation et parfois le catastrophisme. Et en l'occurrence, je pense que les mécanismes de supervision que nous avons mis en place
ont illustré que le système bancaire européen allait beaucoup mieux que par le passé. Il reste ici ou là des faiblesses. Je parlais du Portugal, il y a eu une banque portugaise qui a été mise en résolution en décembre. Nous avons aussi trouvé un accord avec l'Italie pour solidifier le système bancaire. Donc il peut y avoir des points de faiblesse, mais nous savons traiter ça. Pour ce qui est de la politique de la Banque Centrale Européenne, théoriquement, on ne se prononce pas sur la politique d'une institution amie, et encore moins sur la Banque Centrale, dès lors que celle-ci est indépendante. Mais je dois dire quand même, puisque je suis ici pas pour faire de la langue de bois, que l'action de Mario Draghi est une action extrêmement impressionnante. Que c'est un dirigeant qui a vraiment la vista, c'est-à-dire qui a su trouver les bons mots et prendre les bonnes décisions au bon moment. Et l'euro, aujourd'hui, ne serait pas dans l'état qui est le sien, dans la solidité qui est la sienne, si Mario Draghi n'avait pas dit à l'été 2012 « nous ferons whatever it takes » pour préserver l'euro. Et je pense que l'économie européenne ne serait pas dans l'état où elle est, qui peut encore s'améliorer, si nous n'avions pas un quantitative easing dont nous sentons qu'il est solide et durable. Donc moi je pense que la Banque Centrale Européenne, avec les limites des politiques monétaires, fait ce qu'elle doit faire, qu'elle le fait bien. Je dis que les limites, disons ça, ce n'est pas une critique, puisque Mario Draghi lui-même aimerait que les États membres fassent plus de réformes structurelles, continuer la consolidation budgétaire intelligente, plus d'investissements. Et en fait, pour moi, la bonne politique économique en Europe, c'est ce carré-là. C'est des réformes structurelles, y compris de génération nouvelle, insistant notamment sur le capital humain, sur l'investissement, sur la qualité de la dépense publique. C'est une politique de consolidation budgétaire équilibrée qui cesse d'être récessive. C'est un plan d'investissement qui soit avec un effet multiplicateur fort. Et c'est enfin une bonne politique monétaire. Nous avons tout ça, mais je pense qu'il faut durcir chaque angle de ce carré. Je suis donc moins pessimiste que Patrick Artus, notamment sur le système bancaire, et beaucoup moins critique sur la politique de la Banque Centrale Européenne. Bonsoir, Monsieur Moscovici. J'ai cru comprendre que vous étiez en faveur d'une Europe espace, une Europe qui s'élargit. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi, et ne pensez-vous pas qu'une Europe puissance qui se serait concentrée sur un nombre limité de pays n'aurait pas pu permettre un concept moins flou de l'institution et donc un investissement plus intense des citoyens européens? Ça, c'est une question qui est éternelle, qui me rajeunit, parce que j'avais écrit en 1998 un livre qui s'appelait « L'Europe puissance dans la mondialisation ». En vérité, je ne suis pas certain que les deux choses s'opposent autant qu'on peut le penser. D'abord, pourquoi l'Europe espace? C'est l'histoire. On n'a pas fait l'Europe uniquement pour le plaisir, on l'a fait parce que ce continent avait été déchiré par des guerres chaudes, des guerres mondiales, des dizaines de millions de morts, déchiré par la guerre froide, et parce qu'au milieu de ça, on a construit un projet qui est à la fois un projet économique, c'est un marché, et un projet politique, ce sont des valeurs. Et l'adhésion au marché et aux valeurs nous a permis de construire aussi la première économie du monde, à égalité avec les États-Unis. Et donc, oui, l'Europe Espace répond à ça. Et chaque élargissement avait sa logique. Les premiers, quand la Grèce, l'Espagne et le Portugal sont sortis de régimes dictatoriaux, on leur a dit, vous avez leur place ici. Le Royaume-Uni, les Français l'ont décidé par référendum. Et puis, il y avait les pays de l'Europe du Nord pour élargir l'espace de libre-échange. Et puis sont venus les pays d'Europe de l'Est qui, encore une fois, retrouvaient leur appartenance européenne. Ce qui nous amène à 28. Je ne dis pas que l'Europe doit s'élargir à l'infini. Et nous aurons notamment dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, le débat très compliqué de savoir ce que nous devons faire avec la Turquie, qui est le principal pays candidat et le plus compliqué, en vérité, à nos frontières. Nous voyons, je ne vais pas faire de parallèle avec Poutine, que la Turquie nous est indispensable, que la Turquie est un pays candidat à l'Union européenne, mais qu'en même temps, son adhésion suscite non seulement des réticences, mais pose des problèmes. Donc comment allons-nous traiter ça? Je n'ai pas de réponse définitive. Mais je pense que l'espace ne s'oppose pas à la puissance. Et que c'est la raison pour laquelle nous devons avoir un cœur dans l'Europe. Nous devons avoir une avant-garde européenne. Alors après, chacun a sa définition de cette avant-garde. Certains disent ce sont les pays fondateurs, c'est le retour à l'Europe des 9, à 10, à 12. Je pense qu'il faut avoir un critère très simple. L'avant-garde doit être ce qui existe. Et pour moi, l'avant-garde, c'est l'euro.
Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, sur le Brexit, nous devons à la fois aider M. Cameron à convaincre les Britanniques que l'intérêt commun, c'est que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, et en même temps préserver la capacité des pays de la zone euro à avancer ensemble. Enfin, il y a une troisième dimension qui doit être explorée sans doute dans l'avenir, c'est ce qu'on appelle la géométrie variable. C'est que, indépendamment du projet économique, il y a des thèmes sur lesquels un certain nombre de nos pays peuvent avancer. Ça peut être le thème fiscal. Par exemple, il y a 10 pays qui essayent de créer une taxe sur les transactions financières ensemble. Ça peut être un jour telle ou telle coopération en matière de défense. Mais nous faisons ça aussi en matière industrielle ou de défense. Je parlais à midi avec ma collègue chargée du marché intérieur de la construction d'Ariane 6. Ariane 6, c'est un projet dans lequel certains pays seront, d'autres ne sont pas. Donc l'Europe a ses souplesses. Voilà pourquoi je n'oppose pas puissance et espace. Je pense que nous avons besoin d'une Europe large, sans qu'elle aille à l'infini, et que nous avons besoin d'une Europe plus forte, ce qui suppose de renforcer un certain nombre de ses composantes. Alors écoutez, avec beaucoup d'attention, moi je suis Alexandre Lederman, je suis chargé de mission ici auprès de la direction, avec beaucoup d'attention une question sur les migrants. Parce que vous savez que le SCP, on a quand même un côté pionnier, on a mis en place le premier programme au monde, qui est une offre officielle, académique, donc on a une première promotion de migrants, de 20 migrants, à qui on offre un visiting programme de cours de français, de cours de langue et tout ça. Et on l'a donc intégré avec les élèves de grande école. Là. Certains sont là, de l'association d'insertion du cœur, tout autour. Et ça se passe très bien. Donc c'est complètement dans le sens tout ce que vous avez décrit. Et évidemment, ça ne peut pas être trop nombreux, mais il y a un bon mix entre les étudiants, mine, grande école, les étudiants qui viennent des bourses, et puis les étudiants, les étudiants migrants. Donc est-ce que vous pensez que ce genre de démarche, est-ce que vous l'appuyez d'abord? Et est-ce que ce genre de démarche, vous êtes pour qu'on puisse avoir accès aux fonds européens? Parce que là, on a des promotions de 20, et si on avait un petit peu plus, parce que pour l'instant, on passe par notre fondation, ce sont des fonds privés et tout ça, si on avait un petit peu plus, on pourrait en prendre plus que 20, plusieurs fois 20. La première chose, évidemment, j'approuve ça. Vous avez compris ce qu'était ma position sur le sujet. Michel Rocard, que j'aime beaucoup, a dit à un moment donné, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est une phrase qui lui avait été reprochée. Il disait d'ailleurs autre chose, mais elle doit en prendre sa part. Et les migrants ou les réfugiés, c'est pas la misère du monde. Mais pour les réfugiés, des hommes ou des femmes qui ne viennent pas ici par plaisir. Ils viennent parce que leur vie est en danger. Je vous parlais d'une expérience que j'ai connue. Avec mon propre père, que lui a connu, et que moi j'ai connu à travers lui, on ne vient pas dans un pays par opportunité quand on est demandeur d'asile, quand on est réfugié. Et donc je pense que notre tâche, notre devoir, est en effet d'accueillir les réfugiés qui doivent l'être. Et à cet égard, j'ai été tout à fait admiratif de la façon dont Mme Merkel a pris une position humaniste et courageuse. Elle n'est pas de ma famille politique, mais je pense qu'elle a donné là un exemple. Après, il faut aussi avoir des politiques qui permettent justement de ne pas être débordés par le flux, de s'assurer que ceux qui viennent sont effectivement des réfugiés, de ne pas avoir des provenances qui, à travers cela, viennent de toutes origines et qui finissent par fausser tous les mécanismes. Donc ça, c'est la protection des frontières, c'est la coopération. Mais une fois qu'on a fait ces préalables-là, il y aura des réfugiés. Nous devons les accueillir et nous devons les intégrer. Nous devons leur offrir des chances. Nous devons faire de cette immigration, à travers les réfugiés, un investissement pour l'avenir, une opportunité pour nos économies. Donc oui, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Après, il y a une deuxième question que vous posez, c'est-à-dire le financement de tout ça. J'ai essayé de l'esquisser tout à l'heure. C'est un débat que nous commençons à avoir à la Commission. Par exemple, ce matin, ma collègue roumaine disait, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les fonds européens peuvent être utilisés pour ce type de choses? Est-ce qu'on doit le comptabiliser dans les dépenses budgétaires ordinaires ou est-ce qu'on doit créer une sorte de flexibilité? Alors, il y a déjà des flexibilités, c'est-à-dire qu'il y a des flexibilités pour l'accueil. Il n'y a pas encore de flexibilité pour l'intégration. Et puis, vient la question que soulevait Schauble, que j'ai essayé de reprendre ici, qui est il faudra des financements considérables pour l'intégration,
Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée un mécanisme fiscal? Est-ce qu'on se contente des fonds budgétaires nationaux? Est-ce qu'on crée un fonds dédié? Le débat ne fait que commencer. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis persuadé que ce débat devra être mené à son terme. Et que oui, il faudra faire plus. Que cet afflux de réfugiés peut être une opportunité économique si nous sommes capables d'intégrer ces hommes et ces femmes qui, pour beaucoup d'entre eux, ont déjà des compétences, mais de les adapter, en effet, à travers des cours de langue, en effet, de les flécher vers les besoins en main-d'œuvre. Et pour la France, ce ne sera pas massif, mais pour l'Allemagne, c'est massif. Puisque d'un côté, vous avez un besoin de main-d'œuvre important, et de l'autre côté, vous avez un afflux de réfugiés très substantiel. Il faut arriver à faire coller les deux. Donc je ne peux pas vous répondre aujourd'hui sur les fonds que vous trouverez, mais j'espère bien que vous en trouverez. Et notre devoir, c'est d'arriver à les définir. Merci à vous. Merci beaucoup, Pierre Moscovici. Merci à tous d'avoir participé en nombre. Et rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour un invité mystère. Et n'hésitez pas à participer sur les réseaux sociaux au dévoilement de cet invité. Merci.